Bienvenue dans ce deuxième numéro de Full Map MLB, le rendez-vous qui vous permet de vous donner les clés pour analyser la carte de la MLB. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 septembre et nous aurons au programme 15 matchs, une carte complète de MLB ce soir. Je vais essayer de faire un tout petit peu plus court au niveau des matchs qu'hier parce que sinon on va en avoir pour 1 heure et demie de podcast. Je tiens aussi à m'excuser pour la qualité du son qui va être encore pire qu'hier pour la simple et bonne raison que j'ai des travaux juste à côté de la maison. Donc vous allez possiblement entendre des bruits de marteau-piqueur. Alors je vais essayer de parler entre les marteau-piqueurs, mais ça va pas être forcément toujours évident. Donc s'il y a un petit bruit de fond, c'est normal. En début de semaine prochaine, ça n'y sera plus, vous en faites pas. Un retour rapide maintenant sur les résultats d'hier, avec très peu de surprises. Hier, dans les 9 matchs qui nous occupaient, une victoire d'Atlanta qui se rapproche encore plus de son titre de division contre Philadelphie 5-4. Une victoire très serrée entre Seattle et Pittsburgh, victoire de Seattle 6-5 après 11 manches. Boston qui a réussi aussi à s'imposer et à éviter le sweep contre San Francisco sur le score de 5-4. Milwaukee avec encore un Lyles performant qui n'a pris qu'un seul run et Milwaukee qui s'impose donc 5-1. Les Yankees, comme prévu, qui ont réussi à contrôler largement Andrew Heaney et qui s'impose 9-1. Toronto qui réussit à gagner, c'est un peu normal aussi, c'est la meilleure attaque entre les deux équipes, 8-4 contre Baltimore. Cleveland qui s'impose sans trembler 7-0 contre Détroit. Saint-Louis dans le match très serré qui allait avoir lieu contre Chicago s'impose 5-4 après extra inning, donc encore une fois un match serré. Et Minnesota qui s'impose 8-5 contre Kansas City, donc très peu de surprises pour hier. Aujourd'hui donc 15 matchs au programme, une carte complète que l'on démarre tout de suite. Le premier match de la journée se déroulera dans la soirée en France aux alentours de 20h20 et opposera donc les Cubs de Chicago aux Saint-Louis Cardinals. Donc le deuxième match de cette série. Alors comme pour hier, c'est un peu difficile, c'est une série qui est très tendue au niveau du classement. Les Cubs ayant perdu la première manche voudront nécessairement se rattraper, d'autant que si Saint-Louis gagne cette série, ce sera quasiment impossible ensuite pour les Cubs d'aller chercher le titre de division et devront juste se battre pour un spot de wildcard. Donc c'est un match assez difficilement prévisible. Au niveau des lanceurs, on a ce soir pour Chicago José Quintana et pour Saint-Louis on aura Wacha. Donc Quintana en ce moment c'est relativement difficile pour lui, c'est un euphémisme. Sur les 3 derniers matchs, il a concédé, que je reprenne mes notes, 20 hits et 15 runs en 10 manches jouées. Donc ça fait vraiment beaucoup. Donc c'était 4 runs contre Milwaukee, 4 runs contre San Diego et 5 runs contre Pittsburgh. Et le tout sans jamais dépasser les 5 manches jouées. Son dernier match là, c'est 5 runs pris, 2 manches jouées contre Pittsburgh. Donc ça fait quand même beaucoup. José Quintana qui est donc vraiment en méforme en ce moment. Et il faudra se méfier parce que la batte de Saint-Louis n'est certes pas la plus efficace de la ligue, mais peut quand même causer des dégâts. En face, on aura donc Wacha qui n'est pas du même acabit, on va pas se mentir, que Flaherty, mais qui reste tout de même sur des bonnes performances. Il a réussi à blanchir l'attaque de Milwaukee lors de sa dernière sortie. Il l'a d'ailleurs fait 2 fois au cours du dernier mois, blanchir Milwaukee. On a donc un lanceur qui parfois prend 2-3 runs. Alors il est moins à l'aise à l'extérieur. Sur ses 3 derniers matchs à l'extérieur, il a pris 2 runs contre Colorado, 2 contre Cincinnati et 6 contre les Dodgers. Sur la saison, il a un bilan négatif à l'extérieur avec un ERA de 5,35 et il n'a pas remporté une seule décision lors de ses 8 derniers matchs. Il a 3 défaites et 5 non-décisions. Donc voilà, c'est pas un lanceur qui va non plus mener son équipe forcément à la victoire. Donc on a 2 lanceurs qui sont largement perfectibles dans un match qui risque d'être tendu, qui sera pas forcément très riche en points non plus, parce qu'il y aura une tension qui sera assez forte des 2 côtés. Voilà, un match difficile à lire, honnêtement. Je pense que pour ce match-là, la seule solution, c'est de passer et de ne pas jouer sur celui-ci. Deuxième match de la soirée avec un duel qui ne comptera pour rien au classement entre 2 équipes déjà largement éliminées, à savoir Seattle et Baltimore. Le match se jouera donc à Baltimore.
Donc un match qui ne représente pas grand intérêt au classement, avec deux battes qui seront relativement libérées de toute pression. On aura deux lanceurs qui sont là aussi plus que prenables, puisque pour Baltimore, on aura un petit montage maison avec d'abord Richard Blair qui va ouvrir, qui servira d'opener donc pour ce match. Alors Blair, il a un bilan de 3-0, de 3 victoires, 0 défaites, mais un ERA de 5,63. C'est la première fois qu'il va commencer un match MLB. Ça fait quand même 4 saisons qu'il est dans le bullpen, 159 apparitions dans le bullpen de Baltimore, mais ce sera sa première apparition en tant que lanceur partant. Et ensuite, il laissera sa place à Aaron Brooks. Alors Aaron Brooks, en ce moment, il est aussi dans un état assez difficile. Il reste sur 11 runs pris sur les 11 dernières manches jouées, contre Kansas City, contre Détroit, donc contre des équipes qui ne sont pas en plus forcément des foudres de guerre en attaque, même si Kansas City c'est quand même mieux que les Tigers de Détroit. Donc Aaron Brooks qui sera le deuxième lanceur et le lanceur principal qui devrait rester normalement un peu plus longtemps que l'opener Richard Blair. Du côté des Mariners, ce sera Félix Hernandez qui prendra le départ. Hernandez, c'est un bilan d'une victoire et 6 défaites cette année. À l'extérieur, il a pris complètement l'eau lors de son dernier match. Il avait pris 7 runs en 2 manches à Houston. Il a aussi pris 7 runs à Boston. Il a aussi pris 6 runs contre les Yankees. Alors certes, c'est des battes très puissantes, les Yankees, Boston, Houston. Il aura ce soir une autre opposition avec Baltimore, ça c'est évident. Mais il est quand même sur un bilan de 0 victoire et 5 défaites à l'extérieur et un ERA de 9,19. Donc c'est assez élevé. Alors comme on n'a pas encore la confirmation officielle du montage qui va être fait du côté de Baltimore, les bookmakers ont, je pense, pas tous ouvert encore les paris. Donc comme pour hier avec Seattle-Pittsburgh, vérifiez au moment de l'ouverture des paris, il devrait y avoir un cut à 8,5, peut-être 9,5 à prendre pour une cote de 1,9. Donc c'est ce qui se passe souvent à l'ouverture des bookmakers. Donc vérifiez l'ouverture des bookmakers, notamment sur des sites si vous êtes à l'étranger comme Bet365 ou sur un XBet. Vous aurez sûrement à l'ouverture un cut largement accessible à une cote très intéressante. Si vous avez un cut de 9,5 ou de 8,5 à 1,9, il faut le prendre parce que ce match devrait partir en over. En plus, les conditions météo sont favorables à l'over avec un vent de dos pour les batteurs. Donc, si vous avez ce cut à 8,5 ou 9,5, prenez-le parce que ça semble être le bon choix pour ce match-là. Match suivant est direction le Yankee Stadium de New York avec un duel entre les Yankees et les Blue Jays de Toronto pendant tout ce week-end. Les Yankees qui viennent d'avoir leur 100e victoire la nuit dernière et qui viennent de confirmer leur titre de champion de division pour cette année, donc ils sont maintenant qualifiés officiellement pour les playoffs. Ils affrontent donc Toronto, une équipe de Toronto qui, même si elle est éliminée, se défend tout de même. Et attention, parce qu'on se rappelle que la dernière fois qu'une équipe est devenue championne, avec les Dodgers, championne de division, le lendemain, ils ont perdu à Baltimore. Donc faites très attention à pas se jeter à corps perdu sur les Yankees. On n'a pas encore la confirmation du lanceur du côté de Toronto, ça pourrait être Jacob Waguespack, mais on n'a pas de confirmation officielle, donc difficile d'en dire plus sur ce sujet-là. Pour les Yankees, on sait que ce sera Happ qui prendra le départ. Il devait jouer hier, il avait été remplacé par Tanaka. Il jouera donc ce soir. Alors Happ, il est relativement solide sur ses 3 dernières apparitions. Il a un ERA de 1.06, donc un ERA Family League, 2 runs concédés en 17 manches. Donc c'est quelqu'un sur qui on peut quand même relativement compter. Mais encore une fois, je vais pas me jeter sur les Yankees parce que déjà la cote risque de ne pas être très belle. Et il suffit qu'ils aient un peu fêté le titre de division hier. Et on se retrouve avec un match qu'ils vont prendre peut-être un peu à la légère. Et on a en face une équipe de Toronto qui est capable de bien jouer, comme elle l'a encore montré hier en mettant 8 runs. Alors certes c'était à Baltimore, mais elle est capable, elle a des potentiels offensifs dans son équipe. Donc pour moi, je laisse ce match de côté. En plus, on n'a pas la confirmation du lanceur de Toronto. Je ferai un petit tweet quand on saura qui joue pour Toronto, mais franchement, même si c'est Jacob Waguespack,
Je pense qu'il faut laisser ce match de côté et voir comment les Yankees sont motivés à l'abord de la fin de saison. Match ensuite plus intéressant au niveau du classement entre les Indians de Cleveland et les Phillies de Philadelphie. Alors les deux équipes sont intéressées pour une place en wild card. Alors possiblement Cleveland peut encore accéder même au titre de division. Ils ont 4 matchs de retard, 4 victoires de retard sur Minnesota, mais ils sont pour l'instant dans une bonne position sur la wild card puisqu'ils ont 9 matchs et demi d'avance, de victoire d'avance sur Boston. Pour Philadelphie, l'urgence est un petit peu plus grande puisqu'ils ont 4 matchs de retard sur Milwaukee. Milwaukee qui, malgré la blessure de Yelich, arrive à bien performer, et Philadelphie qui se retrouve bientôt dans des obligations de gagner. Donc là, l'urgence est surtout du côté de Philadelphie pour ce match entre Cleveland et Philadelphie. Sur le monticule, on aura un duel entre Shane Bieber pour Cleveland et Drew Smyly pour Philadelphie. Alors Shane Bieber, c'est un lanceur dans lequel on peut avoir une relative confiance. Il réussit très rarement des blanchissages, mais généralement, il va pas non plus encaisser une paire de runs. Généralement, ça se limite à 2, 3, grand maximum 4 runs, comme lors de son dernier match contre Minnesota. Mais sinon, ça reste généralement autour des 2 ou 3 runs, comme le montre d'ailleurs son ERA. Il est à 3,26 d'ERA, à la maison 3,72. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui va prendre à peu près toujours des runs, mais sûrement pas beaucoup plus que 2 ou 3. Drew Smyly, de l'autre côté, c'est un lanceur qui avait commencé la saison chez les Rangers du Texas, qui était vraiment en difficulté, un ERA de 8,42 sur son début de saison avec les Rangers. Depuis qu'il est arrivé à Philadelphie, c'est un peu mieux, surtout à l'extérieur, un bilan de 2 victoires, 0 défaites et un ERA de 2,60. Ça reste tout de même un lanceur largement perfectible et largement prenable pour les Indians. D'ailleurs, il a un record en carrière qui est pas fantastique contre Cleveland. Il a 2 victoires, 2 défaites et un ERA de 4,79. Mais il faut reconnaître que Philadelphie réussit plutôt bien avec Smyly au départ, puisque Philadelphie a gagné 6 des 7 derniers départs de Smyly. Et on aura cette motivation du côté de Philadelphie. Alors elle sera aussi présente du côté de Cleveland, mais Cleveland a une marge d'erreur beaucoup plus importante que Philadelphie, puisqu'ils peuvent se permettre de laisser en route 1, 2, 3 matchs sans mettre en danger leurs playoffs, alors que Philadelphie, s'ils veulent faire les playoffs avec la défaite d'hier contre Atlanta, doivent vraiment maintenant se mettre en ordre de marche. Donc c'est un match assez difficile. Je vais pas partir contre Shane Bieber parce que ça ne me semble pas très raisonnable, et en plus je suis pas un fan absolu de Drew Smyly. Donc je me dis que partir à l'extérieur avec Drew Smyly me semble quand même un peu compliqué. Je pense que pour ce match aussi, il faut laisser ça de côté et puis regarder comment la série évolue. Nouveau duel très intéressant et série très intéressante pour Tampa Bay et Boston, deux équipes qui sont à la lutte pour une place en wildcard en American League. Les choses sont presque très simples puisque Tampa Bay a 9 matchs et demi d'avance sur Boston. Autant dire que si Boston perd cette série, ils seront officiellement éliminés de la course aux playoffs. Donc c'est des matchs qui ont beaucoup d'importance, surtout pour Boston. Tampa Bay est une équipe qui réussit très bien à domicile puisqu'ils ont gagné 10 de leurs 11 derniers matchs devant leur public. Enfin, si on peut parler de public puisqu'ils n'ont pas énormément de monde dans leur stade. Et Boston réussit bien à l'extérieur aussi puisqu'ils ont gagné 11 de leurs 15 derniers matchs à l'extérieur. Sur le monticule ce soir, on retrouve un duel entre Charlie Morton et normalement Rick Porcello. Alors il n'est pas encore confirmé au niveau de la MLB, mais normalement ce sera Rick Porcello pour nos amis des Red Sox. Donc Charlie Morton, c'est un lanceur que l'on connaît bien du côté de Tampa Bay. Il est un petit peu en difficulté en ce moment, mais surtout à l'extérieur. Il a notamment raté son match à Houston. Il avait été en difficulté à Seattle et un petit peu à Boston aussi. Mais quand il joue à domicile, c'est plutôt pas mal. 3 runs pris contre Toronto, 1 run contre Cleveland, 1 run contre Détroit, 2 contre Toronto, 2 contre Boston le 24 juillet. Donc voilà, ça reste relativement serein du côté de Charlie Morton. Pour Rick Porcello maintenant, alors Rick Porcello c'est quand même un lanceur qui a beaucoup joué cette année. Sur ces derniers matchs, c'est pas la grande fête. 6 runs pris contre Minnesota, 6 runs pris contre les Yankees, 2 contre Philadelphie lors de sa dernière sortie.
Donc voilà, et ça alterne le haut et le bas, le chaud et le froid, mais là de toute façon Boston n'a plus le choix, n'a plus d'autre choix que de gagner. Maintenant, avec Charlie Morton sur la butte de l'autre côté, j'aurais tendance à donner un petit avantage pour Tampa Bay quand même. Voilà, et si Tampa Bay gagne, ensuite peut-être que Boston pour l'honneur gagnera d'autres matchs dans la série, mais j'ai l'impression que Tampa Bay va vouloir ici s'imposer pour confirmer sa place en playoff. Donc un petit avantage pour Tampa Bay ici. Personnellement, voilà, moi je toucherai pas à ce match non plus, c'est pas une grande confiance, mais un tout petit avantage quand même pour les Rays de Tampa Bay qui sont plutôt performants à domicile. Suite de la carte maintenant avec un match entre les Reds de Cincinnati et les Mets de New York. Les Mets de New York qui sont eux aussi dans une situation presque d'urgence au niveau des playoffs. Ils ont 7 matchs de retard sur la wild card et sur Milwaukee. Donc une urgence de résultats du côté des Mets, alors que Cincinnati, eux, sont déjà éliminés. Les deux équipes sont sur des dynamiques plutôt positives, puisque les Reds de Cincinnati ont gagné 5 de leurs 7 derniers matchs, alors que les Mets de New York ont gagné 7 de leurs 10 derniers matchs. Donc deux équipes qui sont plutôt en forme, même si l'urgence de résultats, encore une fois, est du côté des joueurs de New York. On aura un duel très intéressant sur le monticule ce soir entre Luis Castillo pour les Reds et Jacob deGrom pour les Mets. Luis Castillo est un lanceur qui a été très performant cette année à domicile. Alors il a été un petit peu plus en difficulté fin juillet, début août, hein. Notamment il avait pris 8 runs contre Saint-Louis à la maison, il avait pris 6 runs contre Colorado, donc c'est un petit peu plus difficile. Il s'est quand même bien remis puisque sur ses 2 derniers matchs à domicile, c'est 1 run pris contre San Diego et 2 contre Arizona. Donc voilà, ça reste un lanceur très performant, surtout à domicile, un ERA de 2.85. Hein, donc c'est quand même une référence dans son stade. En face, on aura Jacob deGrom que l'on ne présente plus, hein, qui est l'un des meilleurs lanceurs de la ligue. On va pas se le cacher et qui reste sur une énorme performance à domicile contre les Dodgers avec 8 strikeouts, 0 run pris, un blanchissage donc de l'attaque des Dodgers. À l'extérieur, le dernier match, c'était un peu plus difficile. Il avait pris 4 runs à Washington, mais avant ça, il avait pris 1 run contre Kansas City, 1 run contre les White Sox. Donc c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de prendre une paire de runs pour Jacob deGrom. Donc voilà, ils envoient leur meilleur lanceur pour essayer de s'accrocher à cet espoir de play. Pour moi, le meilleur choix dans ce match, ça reste l'under. Hein. On a 2 lanceurs qui sont quand même très performants. Si on regarde un petit peu les statistiques, si on se penche dessus, l'under est passé 5 fois sur les 6 derniers départs de deGrom. Il est passé aussi 5 fois sur les 6 derniers départs de Castillo. Donc, je pense que l'under va être fixé aux alentours de 7-5, 8-5. S'il est à 8-5, prenez-le parce qu'à mon avis, on n'aura pas un score à 12-10 aujourd'hui. Si il est à 7-5, faut réfléchir parce que le bullpen des Mets n'a pas toujours été performant cette année. La batte des Mets, en revanche, elle peut faire mal à beaucoup de monde. Donc 7-5, ça reste un under très très compliqué. S'il est à 8-5, prenez-le parce que ça me semble quand même l'une des bases de cette journée au regard des 2 lanceurs. Duel de division National League Est maintenant entre Miami et Washington. Washington qui va probablement se battre pour son spot de wildcard puisque même si Atlanta, contrairement à ce que j'ai dit hier, n'est pas encore officiellement champion de division, l'écart semble quand même bien lointain maintenant. Washington qui est en pole position pour cette wildcard en National League et qui affronte donc le dernier de la division, à Miami, avec un record largement négatif de 53 victoires et 99 défaites. Ils pourraient donc avoir ce soir leur 100e défaite de la saison. Donc une saison qu'on attendait mauvaise du côté de Miami et les chiffres nous ont donné raison. Sur le monticule, nous aurons un duel entre Robert Dugger du côté de Miami et Anibal Sanchez pour Washington. Robert Dugger qui est donc un très jeune lanceur, hein, c'est un rookie,
Il fera son 6e départ de la saison ce soir. Il a pour l'instant joué 2 matchs à domicile, une première très réussie contre Cincinnati, avec 0 run contre lui en 7 manches. Le deuxième match fut un peu plus compliqué, avec 2 runs pris en 3 manches contre Milwaukee. Mais voilà, on a des stats qui sont relativement pauvres, hein, qui sont encore faibles sur le nombre de matchs joués. Donc on peut pas tout à fait non plus juger Robert Dugger sur 2 matchs seulement et dire que c'est un très bon lanceur parce qu'il a un ERA relativement faible à domicile. On n'a pas un échantillon de matchs suffisamment grand. Du côté de Washington, on ira donc avec Anibal Sanchez qui reste sur une très belle performance à domicile contre Atlanta, avec aucun run pris, un blanchissage réussi pendant 7 manches contre Atlanta. Donc à l'extérieur, les 2 derniers matchs, il a pris 2 runs contre Miami, 1 run contre les Cubs, 3 runs contre les Mets, 1 run contre San Francisco. Donc vous voyez, sur ces derniers matchs à l'extérieur, c'est plutôt performant. Et surtout, Anibal Sanchez adore jouer contre les équipes entre guillemets plus faibles, puisqu'il a un record de 7 victoires et 0 défaites sur ses 7 derniers matchs contre des équipes qui ont un bilan négatif. Donc Washington qui part avec un net avantage. Ils ont gagné en plus 13 des 14 derniers matchs contre Miami. Si on va même un peu plus loin, ils ont gagné 41 des 56 derniers matchs. 41 victoires et 15 défaites sur les 56 derniers matchs contre Miami. Donc un bilan largement positif pour Washington. Honnêtement, bon, Miami, c'est les rois des surprises. Ils sont capables, on l'a vu encore dans la semaine dernière, de mettre 12 runs à Arizona d'un coup, alors que leur attaque est apathique depuis le début de saison. Mais franchement, je pense que Washington, là, avec le besoin de playoff, contre un adversaire de division qu'il maîtrise, qu'il connaît, il n'y aura pas d'effet de surprise de jouer contre Miami. Donc je partirai sur Washington. On peut la sortir d'un handicap parce que la cote sera probablement faible. Donc on va partir en bonne confiance sur Washington gagne de 2 runs ou plus dans ce match. Match suivant qui n'intéressera probablement que les supporters des 2 équipes, un duel entre les Tigers de Détroit et les White Sox de Chicago. 2 équipes déjà éliminées de la course au playoff et en plus 2 équipes en difficulté puisque les Tigers restent sur 7 défaites sur les 9 derniers matchs, les White Sox sur 6 défaites lors des 8 derniers matchs. Donc vous voyez 2 équipes qui sont un peu au fond du trou actuellement. Un duel aussi qui va se disputer donc sur le monticule entre 2 lanceurs qui ne sont pas non plus les meilleurs de la ligue, entre donc Jordan Zimmerman pour Détroit et Dylan Cease pour les White Sox de Chicago. Alors Zimmerman, c'est l'un des lanceurs qui a les pires bilans de la ligue, 1 victoire, 11 défaites, 6,32 d'ERA, et à la maison c'est encore pire puisque sa seule victoire est intervenue à l'extérieur, son bilan à la maison est de 0 victoire, 7 défaites et un ERA de 6,84. Et le pauvre, même dès qu'il réussit un départ plutôt correct, hein, par exemple sur ses derniers matchs à domicile, il a pris 2 runs contre Minnesota, qui est loin d'être ridicule, 2 runs contre Cleveland, donc contre des équipes qui seront peut-être en play-off à la fin de la saison. Et bien même quand il réussit des performances qui sont tout à fait acceptables, l'attaque de Détroit ne parvient pas à marquer beaucoup de runs, et du coup il encaisse des non-décisions au mieux ou des défaites au pire. Donc c'est vraiment un bilan qui est un petit peu quand même en trompe-l'œil parce que certes il passe à côté de certains matchs, mais il est capable tout de même de prendre ci et là que 2-3 runs. C'est pas à chaque fois porte ouverte dans la défense non plus. Par contre, il se fait beaucoup hitter. Ça c'est un des problèmes de Zimmerman. 73 hits à la maison en 50 manches jouées. Donc on peut penser que les White Sox auront ce soir des occasions. Des occasions qu'il y aura probablement aussi pour les Tigers, puisque Dylan Cease est aussi un lanceur perfectible, qui reste tout de même, il faut le reconnaître, sur 2 bons départs. Hein, il a pris seulement 2 runs sur les 8 dernières manches qu'il a jouées, c'était contre les Angels et contre Seattle. Donc du mieux pour Dylan Cease, mais qui a beaucoup de mal à éliminer les batteurs. Par exemple, sur son match à la maison contre les Angels, il avait une moyenne de 26 lancés par manche, donc ce qui est quand même assez impressionnant et assez haut. Hein. En moyenne, on essaye pour une manche qui se passe bien d'être entre 10 et 15 lancés. Là, 26 par manche, c'est vraiment énorme, ce qui explique d'ailleurs qu'il n'ait joué que 3 manches. Et donc Dylan Cease qui reste perfectible et les Tigers qui auront des occasions mais qui ont une attaque
qui est quand même relativement faible. Donc nous aurons ce soir ce duel entre Zimmerman, qui n'est pas aidé par son attaque et qui va être opposé à une attaque des White Sox qui est capable de bonnes choses, et en face Dylan Cease, s'il reste sur ses bonnes performances, qui pourrait offrir une victoire à Chicago. Je suis plus partant pour les White Sox, mais comme c'est un match vraiment sans enjeu, sans intérêt pour les deux équipes, si ce n'est de préparer la saison prochaine, il est difficile d'aller sur une confiance. Mais si vous voulez vraiment jouer ce match, moi je penche plutôt du côté d'une victoire des White Sox quand même. Duel suivant entre une équipe d'Atlanta qui cherchera à confirmer encore un peu plus sa place de leader de la division Est de la National League et une équipe de San Francisco déjà éliminée de la course aux playoffs. Atlanta qui a réussi hier à renouer avec le succès après 3 défaites de suite à domicile, mais qui reste quand même très solide à domicile puisqu'ils sont sur 13 victoires sur les 16 derniers matchs. Mais les Giants qui sont plutôt à l'aise aussi avec 4 victoires sur leurs 5 derniers matchs à l'extérieur. Sur la butte, on retrouve ce soir pour Atlanta Mike Foltynewicz. Alors on va l'appeler Folty pour que ce soit plus simple. Donc Folty qui avait commencé la saison plus que doucement et qui depuis quelques matchs réalise des très très belles performances puisqu'il n'a pas pris plus de 2 runs sur ses 6 derniers matchs. Il a même réussi à blanchir l'attaque de Toronto. Alors la plupart de ces matchs ont eu lieu à l'extérieur, chez les Mets, à Toronto, à Philadelphie ou à Washington. Mais ça reste un lanceur en net progrès et qui est capable d'éteindre quand même relativement souvent les prétentions offensives de ses adversaires. Pour San Francisco, on aura un peu le même genre de lanceur, enfin dans les statistiques de cette saison, toujours est-il, puisqu'on se retrouve avec Tyler Beede. Donc Tyler Beede, c'est un lanceur qui a commencé très doucement sa saison, des matchs avec 5 runs encaissés, voire 7 même lors de sa première sortie contre Cincinnati au mois de mai, mais qui depuis 2 matchs se révèle puisqu'il n'a pas pris un seul run sur les 11 dernières manches qu'il a jouées. Alors, son dernier match était contre Miami, on va pas offenser les supporters de Miami, mais ne pas prendre de run contre Miami, c'est quelque chose qui peut se faire dans la ligue. Par contre, il a réussi à éteindre les Dodgers au Dodger Stadium, donc quand même une batte puissante des Dodgers qui a été maîtrisée par ce jeune lanceur. Ceci étant dit, je donne quand même un avantage assez net à Atlanta ce soir, même si les Giants, depuis qu'ils sont éliminés, réalisent de bonnes choses. Atlanta est quand même assez solide à domicile. Ils sont derrière un Foltynewicz qui a gagné ses 4 derniers départs à domicile. Et Atlanta a gagné les 11 derniers matchs pendant lesquels Foltynewicz a pris le départ. Donc c'est vraiment quand même un avantage pour Atlanta sur la confrontation directe entre les Giants et Atlanta. Sur les 7 derniers matchs, les Giants n'ont gagné qu'une seule fois. Donc un avantage quand même assez net à Atlanta qui en plus aura la motivation pour aller enfin confirmer ce titre de champion de division et s'assurer une place en play-off peut-être dès ce week-end. Donc je donne un avantage à Atlanta, une très bonne confiance sur la victoire d'Atlanta, une bonne confiance aussi sur un possible handicap moins 1,5, donc sur une victoire par 2 runs ou plus d'Atlanta. Un peu la même configuration que ce Atlanta Giants pour le match suivant qui se déroulera entre Milwaukee et Pittsburgh. Donc une équipe de Milwaukee qui occupe l'une des 2 places qualificatives pour la wild card et une équipe de Pittsburgh qui elle est déjà éliminée. Donc Milwaukee, on le sait, ils ont perdu Yelich, un pouvoir offensif quand même important, mais ils réussissent bien ces derniers temps. Ils sont plutôt performants puisqu'ils sont à 8 victoires et 2 défaites sur leurs 10 derniers matchs, alors que Pittsburgh, eux, c'est 3 victoires et 7 défaites et surtout 6 revers de suite pour les joueurs de Pittsburgh. On retrouve ce soir au lancer du côté de Milwaukee Chase Anderson. Alors Chase Anderson, c'est un lanceur qui est plutôt à l'aise à domicile. Sur ses 3 derniers matchs par exemple, 2 runs pris contre Chicago, 3 runs contre Minnesota.
les Cubs de Chicago pour Chicago, donc c'est quand même des équipes qui ont un certain potentiel offensif. Il a blanchi Arizona, donc voilà, c'est quelqu'un qui reste plutôt solide à domicile. Il a plus de difficultés à l'extérieur. Il a par exemple pris récemment 10 runs en 2 manches contre Washington, mais à domicile, il reste quand même plutôt solide. Il sera opposé ce soir à Steven Brault. Steven Brault qui reste sur une performance catastrophique contre les Cubs de Chicago. 10 runs encaissés en seulement 2 manches, 28 lancés par manche. Enfin bon, un match à oublier. Le match d'avant, il avait pris 5 runs contre Saint-Louis, donc il est vraiment pas dans une forme optimale. Alors il est un petit peu particulier comme lanceur parce qu'il a un meilleur record à l'extérieur qu'à domicile, 4 victoires et une seule défaite à l'extérieur, mais un ERA qui est plus important à l'extérieur qu'à domicile avec un ERA de 5,77. C'est donc pas un lanceur qui est forcément très sécurisant. Il a déjà joué 3 fois contre Milwaukee sur les 10 derniers matchs qu'il a réalisés, et il réalise des plutôt bonnes performances contre Milwaukee puisqu'en cumulé, il a pris seulement 4 runs en 13 manches. Donc vous voyez, c'est quand même un lanceur qui réussit plutôt bien contre Milwaukee cette saison. Alors bien sûr, Milwaukee aura la volonté de s'imposer pour ces playoffs et partira logiquement favori dans ce match, mais il faut faire attention quand même puisque le lanceur de Pittsburgh est capable visiblement de contrôler cette attaque, puisque quand il a réussi ses bonnes performances, l'attaque de Milwaukee était encore au complet. Donc méfiance, un avantage à Milwaukee, mais moi je ne partirai pas non plus sur une très grande confiance sur ce match-là. Deuxième match de la série maintenant entre les Twins de Minnesota et les Royals de Kansas City. C'est une série donc qui a commencé hier avec la victoire des Twins sur le score de 8-5, mais attention parce qu'ils ont été menés 3-0 après 2 manches, et on voit que ce n'est pas si simple que ça pour Minnesota, même si Kansas City est déjà éliminé, même si Minnesota a la motivation d'aller chercher le titre de division et de ne pas laisser revenir Cleveland sur lui. Il faut faire attention quand même à cette équipe de Kansas City, capable parfois de bonnes choses, notamment offensivement. On aura sur le monticule ce soir du côté des Twins Randy Dobnak, le jeune lanceur de Minnesota, le lanceur rookie, qui fera seulement son 4e départ en MLB. Lors de ses 3 premiers départs, il a concédé 3 runs en 6 manches en cumulé, donc il a lancé très peu. Son match avec le plus de lancers a été lors de sa dernière sortie contre Cleveland, où il avait pris un run en 5 manches, donc une sortie plutôt bonne pour ce jeune lanceur. En face, du côté des Royals, on aura Eric Skoglund. Eric Skoglund qui lui oscille entre la position de starter et la position de lanceur dans le bullpen. Alors il n'a pas beaucoup joué cette année, il a commencé sa saison fin août. Lors de son tout dernier départ, il avait pris 6 runs en 4 manches contre Baltimore, ce qui lui avait valu d'être remis dans le bullpen, et ça s'est pas beaucoup mieux passé dans le bullpen puisqu'il avait pris 2 runs en une manche à Miami et 3 runs en 4 manches à Houston. Donc c'est un lanceur quand même qui prend pas mal de runs. Il est opposé ce soir à ce qui se fait de mieux en termes de home run dans la ligue, à presque ce qui se fait de mieux en termes d'attaque aussi dans la ligue. On peut s'attendre à une soirée encore bien difficile pour Eric Skoglund sur la butte contre Minnesota. Donc on va partir de manière confiante sur un over-run. Alors je sais pas combien il est fixé, mais même à 5-5, je pense que l'over passera pour Minnesota. Donc l'over team Minnesota à 5-5, c'est une très bonne confiance pour ceux qui peuvent le jouer. C'est un pari qu'on trouve sur les bookmakers internationaux. Pour les autres, je pense que la victoire de Minnesota devrait être relativement sécurisante, d'autant plus que les Royals ont du mal quand ils jouent à Minnesota. Ils ont gagné 7 des 26 derniers matchs et seulement 1 des 6 derniers. Donc je pense que la victoire de Minnesota devrait être largement jouable, mais mon pari préféré reste quand même l'overrun de Minnesota, l'over 4-5 ou 5-5 selon où il est fixé. Match suivant entre une équipe déjà qualifiée pour les playoffs, Houston, la première équipe à atteindre les 100 victoires cette saison. Ils ont depuis été rejoints par les Yankees de New York la nuit dernière, mais c'était la première équipe à atteindre les 100 victoires. Donc les Houston Astros qui sont
opposé ce soir à une équipe déjà éliminée, à savoir les Angels de Los Angeles. Alors paradoxalement, les Astros sont qualifiés pour les playoffs, mais ne sont pas encore champions de division, puisque Oakland leur colle un peu à la peau. Hein. Ils ont que 8 victoires de retard. Alors, sauf cataclysme, les Astros seront champions de division, mais c'est quand même intéressant de voir qu'ils ne sont pour l'instant que, entre guillemets, qualifiés pour les playoffs. Les Astros qui se reposent, vous le savez, sur une attaque de feu, hein, mais aussi sur des très bons lanceurs. C'est l'équipe qui a le meilleur différentiel de runs, hein, c'est-à-dire entre le nombre de runs marqués et le nombre de runs pris. Ils en sont à une différence de plus 259, ce qui est assez exceptionnel. On retrouve ce soir au lancer Zack Greinke pour les Astros de Houston. Alors Zack qui a réussi son premier très bon départ à domicile lors du dernier match avec aucun run pris, seulement 2 hits en 6 manches contre Oakland, mais avant à domicile ça avait été un peu plus compliqué. 5 runs concédés contre Tampa Bay, 5 runs concédés contre Colorado, et il a déjà affronté les Angels avec Houston, c'était le 23 août. Alors il n'avait pris que 2 runs, ce qui est plutôt positif, mais il n'avait réussi qu'un seul strikeout, et il avait quand même été hité 10 fois. Donc attention tout de même à Zack Greinke qui semble quand même maintenant avoir bien intégré la rotation des Astros. Du côté des Angels, on n'a pas encore confirmé le lanceur, mais selon toute vraisemblance, ça devrait être Jaime Barria. Jaime Barria qui reste lui sur des performances mi-figue mi-raisin, où il a concédé le plus souvent 2-3 runs, mais il est aussi capable, comme à Oakland, il en a pris 4 en 4 manches, et on reparle pas de sa terrible sortie à Seattle, c'était au mois de juillet, donc ça commence à dater maintenant, où il avait pris 10 runs en seulement 3 manches contre Seattle. Donc c'est un lanceur qui, quand il est opposé à une grosse attaque, peut céder. Il a lui aussi déjà joué contre Houston, c'était le 25 août, c'était à Houston, et il n'avait pris que 2 runs en 5 manches, donc vous voyez qu'il est quand même capable de maîtriser cette attaque de Houston, ou au moins de les garder à un niveau à peu près acceptable. Bon, je pense quand même que Houston devrait s'en sortir dans ce match. J'irai pas sur un très gros handicap parce qu'ils n'ont pas une urgence absolue de résultat. Alors ils font plaisir à leur public, hein, ça va taper du home run avec des Springer, avec des Bregman, avec tous ces joueurs-là qui font la line-up de Houston et qui en font une line-up pleine de talent. Mais je ne vais pas partir sur un handicap aujourd'hui parce que, je vous dis, Zack Greinke m'a pas toujours rassuré dans ses départs à domicile. Jaime Barria est largement perfectible, ça on est tous d'accord. Mais sur son dernier match contre Houston, il avait plutôt bien performé. Alors bon, une victoire de Houston, oui. Éventuellement un overrun de Houston s'il est pas trop élevé, mais je me méfie quand même de la performance et j'aimerais voir plus souvent Zack Greinke à Houston avant de lui accorder ma totale confiance. Donc je reste un petit peu méfiant sur ce match-là quand même si évidemment je donne un avantage à Houston, bien évidemment. En parlant de Houston, on va rester dans la même division avec leur dauphin de division, à savoir les Athletics d'Oakland, qui affrontent aujourd'hui les Rangers du Texas. Les Athletics qui sont très bien partis ou qui sont au moins en position favorable pour la wildcard en American League, qui ont 2 matchs d'avance sur Cleveland et Tampa Bay qui les suivent dans cette course à la wildcard et qui restent en très grande forme en ce moment puisqu'ils ont gagné 8 de leurs 9 derniers matchs, alors que du côté du Texas ça rigole moins avec 5 défaites de suite. On retrouve aujourd'hui au lancer Mike Fiers pour les Athletics d'Oakland. Alors Fiers, il a été très malheureux sur ses 2 dernières sorties qui sont tous produites à l'extérieur. Donc il a pris 9 runs en une seule manche contre Houston. Et contre ces mêmes Rangers du Texas, il avait pris 3 runs en un peu plus d'une manche. Donc c'est vraiment une performance assez délicate. Il cherchera forcément à se rattraper. Mais on peut voir quand même que cette attaque des Rangers a réussi à bien performer contre Mike Fiers. Alors après, c'était dans le stade très particulier d'Arlington au Texas qui favorise les overs. Tout de même,
On peut aussi aller un petit peu plus loin et remonter plus loin dans la saison pour s'apercevoir que Mike Pierce a déjà joué contre les Rangers. C'était le 28 juillet et c'était cette fois à Auckland et il n'avait concédé cette fois-là que 2 runs en 6 manches. Hein. Donc c'est quand même un lanceur qui reste en général plus à l'aise à domicile, hein, un très bon bilan, 8 victoires, 2 défaites, un ERA de 3,15. Donc c'est un lanceur plutôt solide à domicile. On note aussi que Auckland a gagné les 4 derniers départs de Fierce contre le Texas, contre les Rangers, même celui de la semaine dernière quand il a pris donc 3 runs en une seule manche. Les Athletics sont quand même parvenus à s'imposer et d'ailleurs ils ont gagné 18 des 22 derniers départs de Fierce à domicile. Donc c'est quand même un lanceur qui est plutôt solide. Niveau lanceur solide, normalement, Mike Minor pour les Rangers l'est aussi, sauf que il a connu sur ses 2 derniers départs à domicile quelques difficultés et c'est rien de le dire. Il a pris 6 runs en 5 manches contre les Angels et il a surtout pris 7 runs en 9 manches contre Auckland lors de sa dernière sortie. C'était encore une fois dans le contexte particulier d'Arlington. Par contre, à l'extérieur, ça se passe pas trop mal pour Mike Minor. 2 runs pris contre Baltimore en 8 manches jouées et un blanchissage réussi des Yankees il y a de ça un peu plus de 2 semaines. Donc voilà, Mike Minor qui est plus en difficulté dans son stade, ce qui est pas illogique puisque c'est un stade à forte tendance over, mais qui réussit à bien limiter même des battes puissantes comme celle des Yankees à l'extérieur. Un avantage quand même à Auckland sur la puissance actuelle, un avantage à Auckland sur la motivation, un avantage à Auckland sur la forme récente, mais un avantage qui n'est peut-être pas aussi grand que celui que les bookmakers pourraient donner. Donc moi je conseille de ne pas toucher à Auckland ce soir, peut-être attendre des match-ups plus favorables. Mike Minor est quand même un lanceur de qualité qui est capable de limiter une attaque. Duel entre 2 équipes déjà éliminées, c'est-à-dire entre les D-backs d'Arizona et les Padres de San Diego. 2 équipes qui éprouvent pas mal de difficultés en ce moment puisque on en est à 7 défaites sur les 8 derniers matchs pour les Padres et on en est à 8 défaites sur les 11 derniers pour les D-backs qui ont notamment connu une lourde défaite là en début de semaine contre les Marlins sur le score de 12-6. Donc 2 équipes qui ne jouent plus rien, qui ne sont pas particulièrement en forme et qui attendent tranquillement la fin de saison pour aller se reposer. Le match sur la butte se jouera entre Eric Lauer pour les Padres. Eric Lauer qui est plutôt satisfaisant à domicile cette année, un bilan positif de 4 victoires, 3 défaites et un ERA de 3,08. Donc un lanceur qui réussit plutôt des bonnes choses hein, sur son dernier match à domicile. C'est un run pris en 6 manches contre Colorado. Il a pris 3 runs contre les Dodgers, 3 runs contre Tampa Bay. Il a réussi à blanchir San Francisco, mais c'était un peu particulier parce que c'était alors dans le bullpen et non pas en tant que lanceur partant. Mais voilà, il va prendre peut-être 2-3 runs, mais c'est pas quelqu'un qui en prend énormément à domicile. De l'autre côté, Merrill Kelly, qui réussit une saison rookie plutôt convenable, notamment à domicile lui aussi. Hein, il vient de blanchir Cincinnati pendant 7 manches à la maison. C'est beaucoup plus compliqué à l'extérieur. Hein, sur ses derniers matchs à l'extérieur, il a pris 7 runs contre Miami, 6 runs contre Colorado, 6 runs contre Milwaukee et 3 runs contre les Mets. Donc c'est vraiment très compliqué pour lui en ce moment à l'extérieur. Le point positif, si on va chercher dans le positif, c'est qu'il a rencontré déjà San Diego, c'était au tout début du mois de septembre. C'était à domicile, mais il avait réussi à blanchir l'attaque de San Diego pendant 7 manches. Mais encore une fois, c'était alors un match qui se jouait dans son stade, et il est nettement moins à l'aise à l'extérieur. Alors je partirais moi sur un petit over, un tout petit over, il devrait être aux alentours de 7,5. Donc ça pourrait être intéressant au vu actuellement de la faiblesse de Merrill Kelly à l'extérieur. On peut penser que San Diego réussira, même si c'est pas la meilleure attaque et même s'ils sont privés d'éléments importants, à marquer 3 ou 4 runs. Bon, on peut aussi imaginer qu'Arizona arrivera à en mettre quelques-uns à Eric Lauer. Donc un tout petit over 6,5
si vous voulez le prendre en modifié, over 7,5 si vous voulez le prendre au niveau du cut où il va ouvrir. Mais vraiment, voilà, hein, montez pas au-dessus de 7,5 parce que je pense qu'on verra pas non plus un match offensif exceptionnel. Dernier match de cette soirée MLB avec le duel au Dodger Stadium entre les Los Angeles Dodgers et les Rockies de Colorado. Un duel donc qui intéresse particulièrement la division ouest de la National League, avec des Dodgers qui sont déjà champions de division et qui tenteront d'aller chercher une 100e victoire pendant ce week-end. Ils en sont actuellement à 98. Et ils affronteront donc les Colorado Rockies qui eux sont actuellement sur une série de 2 défaites de suite et qui chercheront à rebondir contre leur adversaire de division. On aura un duel sur le monticule entre l'un des lanceurs les plus sûrs de la ligue, Clayton Kershaw, qui devrait prendre le départ pour Los Angeles, même s'il n'est pas encore complètement confirmé, donc on va attendre confirmation avant de placer le moindre pari, mais Clayton Kershaw devrait donc prendre ce départ aujourd'hui. Alors Kershaw, ça reste une valeur très très sûre, même si dernièrement il a pris 2 runs, 3 runs, voilà, ça reste quand même des performances qui restent bonnes. Le seul match contre Colorado qu'il a fait de la saison, c'était au Coors Field. Il avait pris alors 4 runs en 7 manches, ce qui n'est pas une honte non plus quand on connaît la propension aux overs dans ce stade-là. Et en carrière, Clayton Kershaw réussit très bien contre les Rockies. Il a un bilan de 22 victoires, 8 défaites et un ERA de 3.21. Ça prend en compte aussi bien les matchs joués au Dodger Stadium que à Coors Field du côté du Colorado. Donc vous voyez un ERA qui reste relativement acceptable quand même et un bilan largement positif. Du côté de Colorado, on aura Peter Lambert. Alors Peter Lambert, c'est un lanceur jeune qui fait sa première saison en MLB. Qui a beaucoup de difficultés. Sur son dernier match, 5 runs pris contre San Diego. Sur son dernier affrontement contre les Dodgers au Dodger Stadium, c'était le 2 septembre, donc il y a un peu plus de 2 semaines. Il avait pris 6 runs en une seule manche, un peu plus d'une manche, contre l'équipe qu'il affrontera à nouveau ce soir. Pour vous donner quelques chiffres rapides, lors des 16 derniers départs de Peter Lambert pour Colorado, Colorado n'a gagné que 3 fois et ils ont perdu les 7 derniers départs de Lambert à l'extérieur. Alors entre ce Peter Lambert qui n'est pas aussi performant que ce qu'on pouvait attendre et Clayton Kershaw de l'autre côté, il y a un fossé. Forcément, les cotes des bookmakers ne seront pas exceptionnels. Je reste quand même confiant sur la victoire de Los Angeles dans ce match. Il faut la sortir d'un handicap pour que la cote soit jouable. Alors je sais pas encore, puisque toutes les cotes ne sont pas sorties, à quel niveau se situera le handicap. Si on arrive à attraper un handicap moins 1,5 aux alentours de 1,5 par exemple, ce sera déjà une bonne chose. S'il faut aller chercher jusqu'au handicap 2, notamment pour les joueurs qui jouent hors argel, on peut prendre un handicap moins 2, mais attention de rester sur du handicap moins 2 et de ne pas partir sur du handicap moins 2,5, moins 3,5, qui peut largement passer, mais qui reste quand même un petit peu difficile à gérer, puisque les Dodgers peuvent aussi à un moment, à la fin du match, se relâcher s'ils voient qu'ils ont un peu d'avance. Donc mon conseil pour ce match-là, attendre la confirmation d'abord de Clayton Kershaw. Dès que celle-ci tombe du côté des Dodgers, si je l'ai en direct, je ferai un petit tweet pour le donner. Mais dès que l'information de Clayton Kershaw tombe, essayez de prendre peut-être un handicap moins 1,5, donc une victoire des Dodgers qui gagnent par 2 runs d'avance. Je pense que ça peut être une de nos confiances de la journée également. Voilà pour cette carte MLB, cette revue d'effectifs des 15 matchs de la soirée.
On se retrouve maintenant lundi pour le prochain full map MLB, puisque je vous rappelle que le samedi et le dimanche, je reste en famille et je ne peux pas faire les podcasts. Vous aurez en revanche le podcast NFL qui sera fait pour la full map donc de football américain pour tous les matchs qui se dérouleront ce week-end. En attendant, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne YouTube. Si vous êtes sur YouTube, d'aimer la vidéo, de commenter le podcast, la vidéo, ça fait remonter dans les résultats de recherche. Et toujours, encore une fois, si vous avez envie de donner un petit quelque chose pour le travail effectué, c'est avec un grand plaisir. Et vous aurez les liens PayPal et Pocomain qui seront dans la description de la vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et espérons encore plein de gains.